Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, la capitale malienne Bamako se prépare à la cérémonie de signature de l'accord de paix entre les autorités et les groupes Touareg du Nord ce vendredi. Mais sur place, la situation est tendue. Une marche de femmes pour la paix a été organisée mardi. Au Burundi, les militaires putschistes ont annoncé leur reddition ce vendredi, 48 heures après avoir annoncé la destitution du président Pierre Nkurunziza. Une déclaration qui vient clore une journée d'affrontement dans la capitale Bujumbura. Le chef de l'État devrait s'exprimer dans la journée. Favoriser la rééducation après un arrêt vasculaire cérébral par le biais de la kinésithérapie. C'est ce qu'essaie de faire une praticienne à l'hôpital sino-guinéen de Conakry, la capitale guinéenne. Des pratiques encore méconnues des patients. Journée décisive ce vendredi 15 mai au Mali. L'accord de paix doit être ratifié par les autorités et les groupes Touareg du Nord, mais l'issue de la cérémonie est incertaine. Les représentants du mouvement national de libération de l'Azawad ont déjà exprimé leur réticence. Sur place, la situation reste conflictuelle à l'image de la marche de femmes organisée ce mardi à Bamako pour promouvoir la paix. Aminata Dja, Kibra Radinjai. C'est un acte important vers la paix au Mali. La coordination des mouvements de l'Azawad a paraphé ce jeudi 14 mai l'accord de paix intermalien à Alger en Algérie. Un préaccord a été paraphé le 1er mars 2015 par le gouvernement malien, la médiation et certains groupes armés, mais des mouvements, notamment le mouvement de l'Azawad, avaient refusé de le signer. La signature de l'accord de paix à Alger est un acte encourageant. Je pense que la nouvelle du document par nos frères et sœurs de la coordination des mouvements armés de l'Azawad augure des perspectives heureuses. Ça veut dire que nos frères et sœurs de la coordination du mouvement de l'Azawad veulent aller vers la paix. Et nous estimons qu'il faut maintenant les mettre en confiance pour que de ce paraphe aille résolument vers la signature de l'accord. Combat pour lequel nous, notre association qui est créée en 2002 est en train de mener par rapport au retour de tous les fils du pays, de tous les enfants du pays au sein de la République, une et indivisible. Au sein de la République, ça veut dire quoi? République res publica, ça veut dire qu'au sein de l'état de droit, un état de droit que nous devons reconstruire, que nous devons consolider, que nous devons fortifier après la signature de cet accord fortement attendu pour le 15 mai. Toutefois, un autre rendez-vous important attend l'ensemble des acteurs du conflit. En effet, ce 15 mai à Bamako, les négociations doivent aboutir à la signature d'un accord définitif pour le retour de la paix dans le nord Mali. J'ajouterais, nous avons déjà annoncé la couleur. Nous avons dit paraffer et signer c'est une chose, mais la mise en œuvre en est une autre. Et je pense que le plus dur est à venir. Et pour que nous puissions ensemble surmonter ces difficultés et avoir en tout cas un lendemain lumineux pour notre pays, pour notre sous-région qu'est le Sahel, et retourner également à la communauté internationale, la confiance de cette communauté internationale à placer à notre pays, il faut que tous les fils du pays signent cet accord. Le texte qui doit être signé ce vendredi 15 mai prévoit entre autres la création d'assemblées régionales. Il ne prévoit pas, comme le souhaite Bamako, ni autonomie ni fédéralisme. Les principaux auteurs de la mutinerie auraient été arrêtés au Burundi. Parmi eux figure le général Cyril Ndayirukiye et 2 commissaires. La présidence a de son côté annoncé que le chef de l'État, Pierre Nkurunziza, était revenu de Tanzanie et qu'il devrait s'exprimer dans la journée. Le porte-parole de la présidence, Willy Nyamitwe, a déclaré que les mutins arrêtés n'avaient pas à craindre pour leur sécurité, mais que le droit sera dit. Le 13 mai, l'ancien général Godefroy Niyombare avait profité de l'absence du dirigeant pour annoncer sa destitution sur les ondes, mais après une journée de combat, les soldats putschistes ont échoué face aux forces loyalistes dans la capitale Bujumbura jeudi. Écoutez l'analyse d'un membre de l'opposition, Audifax Dabitoreye. L'état d'esprit, je dirais, c'est une certaine morosité. D'un autre côté, je crois que les Burundais aujourd'hui savent très bien, d'ailleurs même la communauté internationale, qu'il y a un problème au Burundi, un problème épineux. C'est effectivement le 3e mandat du président Nkurunziza et surtout que la communauté internationale, le clergé burundais, mais aussi nous qui avons organisé les manifestations contre ce 3e mandat, on se retrouve sur un seul point crucial. On ne peut pas
piétiner les accords d'Arusha. On ne peut pas et on n'acceptera jamais cela. Parce qu'en touchant les accords d'Arusha, on ouvre la porte à toutes les éventualités, tout ce qui est d'ailleurs ce que l'on vient de vivre, potentialité de coup d'État, et ainsi de suite, parce que la violation des accords d'Arusha, la violation de la Constitution, ça voudrait dire que l'on ouvre une porte à tous les malheurs pour ce pays. Voilà notre position. Quels sont les enjeux du désarmement des ex-combattants en Côte d'Ivoire à l'approche de l'élection présidentielle prévue au mois d'octobre 2015 ? L'agence gouvernementale de démobilisation, de désarmement et de réinsertion espère désarmer la totalité des ex-combattants d'ici le 30 juin. Elle a déjà démobilisé 53 000 personnes. Ibrahima Djindjaye. Les ex-combattants, un défi pour la Côte d'Ivoire. À quelques mois du scrutin présidentiel prévu en octobre 2015, la conférence épiscopale tire sur la sonnette d'alarme. Pour les évêques, le désarmement total des anciens combattants est crucial pour garantir l'organisation d'élections apaisées. Du côté des autorités, on assure que le travail avance à grands pas. Pour le directeur de l'agence gouvernementale de démobilisation, de désarmement et de réinsertion, 53 000 personnes ont été démobilisées depuis août 2014 sur quelques 74 000 personnes ciblées. Nous avons lancé depuis donc le 20 avril une opération d'accélération du processus qui fait qu'aujourd'hui déjà, en moins d'un mois, sur notamment ceux des ex-combattants qui étaient dans les camps militaires et sur les autres sites, nous avons déjà pu démobiliser un peu plus de 3 000. Donc l'accélération est en marche. Nous, au niveau de la DDR, nous allons pouvoir remplir notre mission. Et notre objectif, c'est de pouvoir véritablement démobiliser tous les ex-combattants qui restent encore d'ici le 30 juin. Alors la plupart de ces ex-combattants que nous avons démobilisés sont aujourd'hui sur les sites de resocialisation à l'intérieur du pays. Nous en avons 5 à l'intérieur du pays, d'une capacité variant entre 1000 et 400. Et donc, moi, je suis confiant. Nous avons quelques défis, des défis d'ordre logistique, des défis d'ordre opérationnel. Les enjeux du désarmement de ces combattants sont nombreux, mais aujourd'hui, le règlement définitif de leur insertion se heurte sur de nombreux points. Au début, quand ils ont recruté les combattants, il y a plusieurs promesses qui ont été faites. Il y a certains des combattants qui ont été satisfaits et d'autres non. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu leurs promesses, la conservation d'armes n'est que la seule garantie dont ils disposent pour pouvoir rentrer dans leurs promesses. Et donc, à l'approche des élections, il sera difficile qu'ils remettent les armes, parce que s'ils remettent les armes, que les élections sont faites, ils ne pourront plus accéder à leurs demandes. Et donc, comme ils ne connaissent pas l'issue des élections, ils ne connaissent pas les aléas aussi de ces élections-là, donc la conservation des armes est la seule garantie qui leur revient. L'ADR, l'agence gouvernementale de démobilisation, de désarmement et de réinsertion, poursuit son travail. Elle organise des stages de resocialisation de 30 jours et multiplie la sensibilisation dans des villes comme San Pedro et dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Direction Niamey au Niger, où les ministres de la sécurité mauritaniens, maliens, nigériens, tchadiens et burkinabés étaient réunis jeudi. Ensemble, ces pays forment le G5 Sahel, un organe créé il y a près d'un an pour coordonner les politiques de développement de sécurité. Cette semaine, leur rencontre était destinée à doter cette coalition de meilleurs outils pour faire face aux différents fléaux de la sous-région. Aminata Jack. Résoudre la question du terrorisme dans le Sahel, tel est l'un des objectifs du groupe G5, composé de la Mauritanie, du Niger, du Mali, du Tchad et du Burkina Faso. L'organisation souhaite, un an après sa création, doter la plateforme d'un contenu opérationnel. C'est à Niamey, la capitale nigérienne, qu'a eu lieu la rencontre ce jeudi 14 mai. Depuis la débâcle en Libye, le nord de certains pays est devenu un no man's land où vivent les terroristes, où tous les trafics illicites ont pris place. C'est le cas notamment du crime organisé à travers le trafic de drogue, d'armes, d'êtres humains et même l'économie de l'enlèvement. Donc il faut que les États se mettent ensemble pour contrecarrer cela. La dégradation de la situation sécuritaire dans la région et la nécessité de trouver des solutions d'urgence avaient motivé l'instauration de ce cadre de coordination régionale. Nous l'avons créé d'abord parce que le Sahel a ses propres difficultés. Et face à ces difficultés, nos moyens sont limités. Donc il fallait qu'on unisse nos efforts, qu'on prenne conscience du fait que nous sommes les premiers à être concernés par ces difficultés et que les solutions passent
par l'union de nos forces, l'union de nos moyens et une certaine vision, concertée certes, mais une certaine vision qui nous permette au final de surmonter, d'aplanir ces difficultés pour permettre une sécurité, une stabilité. Pour lutter contre le terrorisme, l'immigration clandestine et les trafics en tout genre, le G5 veut mettre l'accent avant tout sur l'échange de renseignements. Il est également question d'une harmonisation des politiques de sécurité et de patrouilles communes le long de ces frontières difficiles à contrôler. En Guinée, la kinésithérapie reste encore peu connue du grand public et même de certains patients qui ont été victimes d'accidents vasculaires cérébraux ou de crises d'hypertension artérielle. 34% de la population guinéenne est cependant touchée par ces maladies qui laissent des séquelles parfois difficiles à corriger. Et c'est ce qu'essaye de faire cette jeune kinésithérapeute à l'hôpital sino-guinéen de Conakry, la capitale. Notre correspondant Mohamed Lamine Solène, vous l'a rencontré, regardez. Chaque jour, Fatoumata Dabo fait le même exercice. Elle aide ses patients à remarcher, à reparler ou à retrouver des habitudes acquises dès l'enfance, mais perdues après un accident vasculaire cérébral. Elle exerce ce métier depuis une dizaine d'années. Depuis un an, elle reçoit des malades dans un centre de rééducation aménagé au sein de l'hôpital sino-guinéen de Conakry. Le premier contact avec le patient compte beaucoup pour Fatoumata et son équipe. Les malades qui sont désorientés, on cherche d'abord à les rassurer avant de faire le traitement. Après ça, quand ils sont rassurés maintenant, on commence le traitement de la récupération du côté malade. Superviseur commercial dans une entreprise de Conakry, Mohamed Keita a eu son accident il y a quelques mois. Depuis, il passe ses nuits à l'hôpital sino-guinéen de Conakry. Aujourd'hui, il débute ses séances de rééducation avec l'équipe de Fatoumata Dabo. Comme beaucoup de Guinéens, il ignorait l'existence d'un service de kinésithérapie dans les hôpitaux. Après sa première séance, il espère un jour retrouver la mobilité de son côté droit. Si je suis avec eux pendant quelques jours, dans un moment, je trouverai la force. Mohamed Keita reviendra très souvent dans ce cabinet. Son traitement doit durer 3 semaines, mais cet exercice peut prendre plusieurs mois en fonction de la gravité du handicap que présente chaque patient. Ici, le traitement se fait selon une méthode chinoise, comme l'explique Fatoumata. On commence d'abord par l'acupuncture. On a les petites aiguilles, on pose ça sur les points. On stimule pour pouvoir récupérer. En même temps, on fait le renforcement musculaire. Fatoumata fait essentiellement la rééducation à l'hôpital, entourée de son équipe pour éviter tout accident qui pourrait subvenir à domicile. Chaque jour, son équipe travaille avec 3 à 5 malades, mal de dos, chevilles en souffrance, rééducation du genou. Les masseurs kinésithérapeutes redonnent force et mobilité à leurs patients. Mais en Guinée, principalement dans cet hôpital, la plupart des cas enregistrés sont généralement des victimes d'accidents vasculaires cérébraux. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.